Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs. Et si nous laissons derrière nous veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. De mémoire et de reconnaissance à l'endroit de Abdul Karim Kamara Di Cabral, ancien secrétaire général de l'Union nationale des élèves et étudiants du Mali, assassiné il y a 45 ans, jour pour jour. Le Premier ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a déposé cet après-midi une gerbe de fleurs au pied du monument qui porte son nom à Lafiabougou, en commune 4 du district de Bamako. La prolifération des groupes terroristes, les pressions environnementales croissantes du fait du changement climatique, le Sahel vit une situation complexe qui impacte la vie des communautés vulnérables. Face à l'urgence, le gouvernement et certains partenaires se concertent à Bamako. Ils définissent des stratégies de reconstruction et de développement post-conflit au Sahel. Ouf de soulagement pour les dialysés depuis un bon moment grâce à l'implication personnelle du président de la transition. Des centres de prise en charge des malades ont vu le jour. Le ministre de la Santé et du Développement social a initié un cadre de concertation avec l'ensemble des acteurs pour une meilleure prise en charge des malades. Le centre hospitalier universitaire de Kati, doté d'équipements ultramodernes dans le traitement de certaines pathologies. Ce soir, Koumba Cissé nous ouvre les portes des services de traumatologie et de neurologie. La traumatologie opère en moyenne 25 patients par semaine. Certaines opérations sont faites à foyer fermé grâce à des appareils comme l'amplificateur de brillance. Toilettage des textes de la Fédération malienne de football à la faveur de l'Assemblée générale extraordinaire de l'instance suprême du football malien. Les travaux se déroulent dans un climat apaisé. Voilà les titres de votre journal de 20h. Merci de nous choisir pour vous informer. Bonsoir et bienvenue à tous. Il y a exactement 45 ans que Abdul Karim Kamara Di Cabral a été assassiné. En hommage en sa mémoire, le Premier ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a déposé cet après-midi une gerbe de fleurs au pied du monument qui porte son nom à Lafiabougou, en commune 4 du district de Bamako. Le chef du gouvernement a salué le combat de l'ancien leader estudiantin pour une école apaisée et performante. La cérémonie était suivie par Mamari Kone et Ali Outouri. Place du monument Cabral à Lafiabougou, c'est 17 mars 2025, jour anniversaire de la disparition de Abdul Karim Kamara Di Cabral. Cela fait 45 ans, jour pour jour, que décédait le leader estudiantin. C'est pour lui rendre hommage qu'est organisée cette cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs, présidée par le Premier ministre chef du gouvernement. Le général des divisions Abdoulaye Maïga est accueilli par les autorités administratives et politiques de Bamako et de la commune 4, par les membres du gouvernement, les représentants des partis politiques et les membres de l'amicale des anciens militants et sympathisants de l'Union nationale des élèves et étudiants du Mali, AMSUNEM. Après la revue de troupes, le Premier ministre reçoit les marcheurs à leur arrivée avant de procéder au dépôt de gerbes de fleurs au pied du monument Cabral.
célébrons le 45e anniversaire de la disparition de Feu Abdul Karim Kamara dit Cabral, leader estudiantin charismatique, très apprécié de ses camarades, rigoureux, travailleur, patriote. À ce sujet, ses camarades de l'AMSUNEM et sa famille ne tarissent pas d'éloges concernant l'illustre disparu. Je voudrais également préciser que la présente cérémonie de dépôt de gerbe se déroule au moment où notre pays est résolument ancré dans un processus de refondation du Mali, au moment où notre pays sort et se stabilise d'une insécurité qui a causé d'indicibles souffrances. Je voudrais ici saluer la résilience du peuple malien et rendre un vibrant hommage à l'ensemble des victimes de l'insécurité dans notre pays. L'histoire lointaine et récente de notre pays regorge d'icônes, à l'instar de Feu Abdul Karim Kamara dit Cabral, qui est une boussole pour la jeunesse, en particulier dans un processus d'édification du Malikoura. Cette commémoration est un moment d'introspection, une opportunité bien entendu pour célébrer l'illustre disparu, également une opportunité pour nous de promouvoir les valeurs et les vertus qui l'ont toujours caractérisé. Le Premier ministre a salué les qualités de l'homme qui s'est beaucoup battu pour la défense des intérêts des scolaires. Son combat constitue de nos jours une source d'inspiration. Son combat pour l'éducation a été magnifié et pris en compte par nos plus hautes autorités. Je voudrais ici préciser un certain nombre d'initiatives et d'actions, notamment la pacification du milieu scolaire et universitaire, l'organisation des États généraux de l'éducation, dont le rapport a été brillamment remis à son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, le 12 mars 2024. Un autre élément d'actualité, c'est la mention expresse dans la lettre de cadrage du chef de l'État, lettre de cadrage remise au gouvernement le 27 novembre 2024, dans laquelle le chef de l'État invite le gouvernement à améliorer le système éducatif, bien entendu, à promouvoir également l'emploi de nos plus jeunes. À l'endroit des camarades de l'AMSUNEM, de Feu Abdul Karim Kamara dit Cabral, je voudrais ici vous féliciter et vous remercier pour la commémoration de cette journée. Vous le faites brillamment tous les ans. Également vous remercier et vous féliciter pour votre engagement constant dans le processus d'édification du Malikoura. L'édition 2025 de la commémoration du décès du leader estudiantin est placée sous le thème « La résistance des peuples de l'AES pour une souveraineté retrouvée ». Notre souveraineté retrouvée a un prix et il faut que nous, citoyens, nous y contribuions. Dans ces derniers temps, peut-être faute de communication ou d'incompréhension, la taxe sur la communication et la téléphonie mobile, Orange, Mauve, ainsi de suite, ne devrait faire en aucun cas polémique. Parce que tout citoyen doit contribuer à l'édification de la cité. Avec le 1 franc que nous avons, les 10 francs que nous avons. Cependant, nous, société civile, nous ferons le devoir de faire une large communication de sensibilisation autour de la question. Plusieurs activités sont prévues lors de la célébration de cette semaine dédiée aux martyrs. Elle prendra fin par les dépôts de gerbes de fleurs au monument des martyrs le 26 mars prochain. Et nous restons dans l'agenda du Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, qui a reçu cet après-midi les enseignants en poste à Ménaka. Ces derniers se disent prêts à rejoindre leur poste après leur rencontre avec le patron de l'administration malienne. Et le gouvernement a promis d'assurer leur transport, leur hébergement et leur alimentation à leur retour à Ménaka, comme cela avait été le cas avec les enseignants de Kidal. Le compte rendu de l'audience avec Mamari Koné et Aliou Touré.
La mesure de suspension du salaire des 151 enseignants de Ménaka actuellement en abandon de poste sera effective à partir du 1er avril 2025. À 15 jours de cette date fatidique, une cinquantaine d'enseignants parmi les 151 sont reçus par le Premier ministre en présence des ministres de la Défense et des anciens combattants, de l'Éducation nationale, du Travail et de la fonction publique ainsi que du chef d'état-major général adjoint de l'armée. Le collectif est venu exprimer au chef du gouvernement la disponibilité de ses membres à rejoindre leur poste à Ménaka. Toutefois, il sollicite le gouvernement pour la prise en compte de certaines préoccupations. Et assurer le déplacement sécurisé de Bamako à Ménaka, aller-retour. Assurer notre sécurité et la santé en cas de maladie. Évacuation en cas d'urgence. Nous implorons le gouvernement de mettre à notre disposition le logement et de la nourriture. Une fois la date fixée, nous aviser quelques jours en avance. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, celui de l'Éducation nationale et le ministre du Travail et de la fonction publique ont tous salué cette démarche des enseignants qui ont fait preuve de patriotisme et d'engagement en décidant de rejoindre Ménaka. Le gouvernement, pour sa part, s'est engagé à assurer leur transport par l'armée de l'air, leur hébergement et leur alimentation sur place. L'objectif du gouvernement qui est d'atteindre le retour de l'administration et des services sociaux de base. Et forcément, dans cet objectif global, l'éducation joue et occupe une place de taille. C'est vrai qu'aujourd'hui nous avons la chance d'avoir à Ménaka, il y a le gouverneur qui est sur place, les représentants de l'État, les préfets et les sous-préfets qui sont également sur place, et nos voyantes forces de défense et de sécurité également jouent leur partition. Mais si on veut vraiment donner un bel avenir aux générations futures de notre pays, forcément ça passera par l'éducation. Donc tous les droits dont jouissent les autres enfants du Mali, dans les grandes agglomérations comme à Bamako ou ailleurs, c'est tout à fait normal de donner les mêmes chances et les mêmes droits aux enfants de Ménaka. Et ça passera inévitablement par l'éducation. Et ceci prouve à suffisance le rôle important du corps enseignant que vous représentez. Mais soyez sûr que le ministère de la Défense, le ministère de l'Éducation, le ministère de la fonction publique joueront leur rôle afin que cet objectif soit atteint. Je pense que l'exposé qui vient de vous être fait par le chef d'état-major général adjoint des armées doit vous rassurer. Et par rapport, bien entendu, au confort, à toute l'attention dont les enseignants de Kidal ont bénéficié. Et soyez sûr que s'il plaît à Dieu, à Ménaka également, en tout cas, vous aurez droit aux mêmes avantages et aux mêmes privilèges. Vous allez être, s'il plaît à Dieu, sécurisé par les FAMA, hébergés par eux également, alimentés par les forces de défense et de sécurité. Déjà, un dispositif comprenant le ministère de la Défense et des anciens combattants, le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation sera chargé de la conduite de l'opération retour des enseignants de Ménaka et résidents à Bamako. Environ 16 milliards et demi de francs CFA, c'est le budget 2025 de l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales. Il a été adopté lors des travaux de la 34e session ordinaire du conseil d'administration de la structure qui se sont tenus au centre de formation des collectivités territoriales. Le budget 2025 devra servir à construire des infrastructures au bénéfice des collectivités. La cérémonie était présidée par le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, président du conseil d'administration, le général de division Abdoulaye Maïga. Nous retrouvons Mamari Kone et Aliou Touré. Bras financier du processus de décentralisation dans notre pays, l'Agence d'investissement des collectivités territoriales, ANICT, joue un rôle crucial en tant qu'acteur central dans les financements et la réalisation des projets de développement local. En 2024, elle a été d'un grand soutien pour les populations à travers la réalisation d'infrastructures tout en respectant les 3 principes qui guident désormais l'action publique au Mali. Parlant du bilan de l'année 2024, en plus de ses activités courantes de financement et le suivi des réalisations des projets d'investissement des collectivités territoriales pour l'amélioration de l'accès des populations aux services sociaux de base, l'ANICT a financé, entre autres, l'aménagement d'un dépôt de transit de déchets à travers les ressources de l'État en commune 2 du district de Bamako pour un montant de 365 millions de francs CFA. Cette initiative vise à améliorer la gestion des déchets dans la capitale
contribuant ainsi à un environnement plus propre et plus sain pour les habitants. Pour l'année 2024, sur un budget prévisionnel à environ de 35 milliards, l'agence a eu à exécuter à hauteur de 32% pour les besoins d'investissement et pour plus de 56% pour les fonctionnements. Et pour les besoins d'investissement au niveau des collectivités territoriales, l'agence a eu à exécuter le budget provenant des partenaires techniques et financiers et celui de l'État. Donc ces investissements ont porté principalement sur la construction de salles de classe dans certaines communes, la construction des CESCOM dans certaines autres communes, et pour l'État principalement on a eu à construction des 8 CESCOM faisant partie du programme présidentiel. Et au-delà de cela, l'agence a bénéficié d'un financement de l'État pour se loger à travers la construction des sièges dans les régions de Gao, Tombouctou, Ségou, Mopti et Kaï. À ces infrastructures s'ajoute le renforcement des capacités du personnel de l'agence. En 2024, l'ANICT a également investi environ 50 millions de francs CFA dans la formation de renforcement des capacités de 275 personnes composées des agents de ces directions régionales, des responsables locaux, des élus et des agents des directions régionales de l'assainissement, du contrôle des pollutions et des nuisances en matière de sauvegarde environnementale et sociale. Au regard de ce bilan très appréciable, je tiens à saluer le travail remarquable accompli par l'agence au cours de l'année 2024 dans un contexte mondial où les défis sont de plus en plus nombreux et les attentes des populations de plus en plus fortes. Le budget 2025 de l'ANICT s'élève à un peu plus de 16 milliards 500 millions de francs CFA. Sur ce montant, plus de 14 milliards seront investis dans les infrastructures au bénéfice des collectivités. Comme perspective, l'ANICT ambitionne cette année de financer le projet de construction du nouveau marché de Yélimane à hauteur de 726 876 618 francs CFA et le projet de construction d'une nouvelle gare routière avec des services et espaces commerciaux à Diema pour un montant d'1 242 180 036 francs CFA dans le cadre du projet de développement communal et décentralisation dans les villes moyennes. De financer des infrastructures au profit de certaines collectivités territoriales à hauteur de 3 214 189 300 francs CFA dans le cadre du programme d'appui conditionnel des performances des collectivités territoriales. De financer la mise en œuvre des activités de cohésion sociale dans les collectivités territoriales pour un montant d'1 69 580 266 francs CFA, de financer 2 CESCOM dans la région de Gao et d'équiper 8 CESCOM dans les régions de Koulikoro, Sikasso et Gao pour un montant d'1 420 841 657 francs CFA. Au cours de cette 34e session, les administrateurs se penchent sur l'état d'exécution du plan de travail et budget annuel 2024, le projet de plan de travail et budget annuel 2025, le plan d'audit 2025, le rapport d'activité 2024, le projet de budget 2025, ainsi que la note d'évaluation de l'impact de la suspension sur 2 ans du paiement de la quote-part des collectivités territoriales. Je vous l'annonçais dans les titres, le gouvernement du Mali et certains partenaires, dont des organismes internationaux, volent au secours des communautés du Sahel. Cet espace est devenu aujourd'hui le nid des terroristes. Ajoutez à cela des pressions environnementales dues au changement climatique. Une approche holistique et intégrée de la reconstruction post-conflit est fondamentale. C'est à cet exercice qu'experts, diplomates et ministres s'adonnent pendant 48 heures à l'école de maintien de la paix à Lune-Blondembe. Parmi les panélistes, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Abdoulaye Diop. Le reportage de Alousseni Touré. Le programme de renforcement des capacités nationales et des institutions étatiques dans le cadre de la reconstruction et du développement post-conflit au Sahel est une initiative du Centre international du Caire pour la résolution des conflits, le maintien de la paix et la consolidation de la paix. Exprimer toute notre reconnaissance à Monsieur le directeur général du Centre international du Caire pour la résolution des conflits, le maintien et la consolidation de la paix, pour le partenariat naissant mais fécond et pour la confiance qu'il a placée à notre institution en nous choisissant comme hôte de ces ateliers de haut niveau. Monsieur le directeur général et tout son staff, votre confiance est un facteur déterminant dans le succès de nos missions communes.
Enfin, notre très grande sympathie va à l'endroit de Miss Sahel, de l'autorité de développement intégré de la région de l'Iptako-Gourma et de la commission climat pour la région du Sahel. Nous entretenons un partenariat très dynamique et fécond avec Miss Sahel et c'est le lieu de remercier ici les leaderships volontaires et engagés à la tête de cette mission. Le directeur du centre CCCPA depuis le Caire a tenu à exprimer toute sa solidarité à l'endroit des pays du Sahel et réitérer sa volonté de poursuivre les partenariats ainsi amorcés. Quant à l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte, il a réitéré sa volonté d'œuvrer à la poursuite de ce chantier pour le bonheur de tous les Sahéliens. Le Liptako-Gourma, entité qui regroupe le Mali, le Niger et le Burkina Faso, a rappelé les défis qui se posent au quotidien aux populations sahéliennes. Il s'agit notamment des conflits persistants mettant en péril toute action de développement. Il s'agit également de la difficile équation du pastoralisme et de l'agriculture dans cette zone fragilisée par les impacts climatiques et la raréfaction des ressources naturelles. Il n'a aucun doute que le Sahel connaît des conflits persistants liés à l'insécurité due au terrorisme qui a fait de notre zone l'épicentre de la crise saharo-sahélienne, entraînant des déplacements massifs de population et la perte de moyens de subsistance, la division entre nos communautés et la mise en mal de l'harmonie et de la quiétude de nos sociétés. La persistance et l'aggravation des tensions entre éleveurs et agriculteurs, loin d'être nouveau, se trouve exacerbée aujourd'hui avec la manipulation de communautés par des agents extérieurs. Face à cette situation, le chef de la diplomatie malienne estime qu'il faut une approche intégrée de gestion de ces crises. Depuis la création de l'Alliance des États du Sahel le 16 septembre 2023 et de la Confédération des États du Sahel le 6 juillet 2024, le Burkina, le Mali et le Niger parlent d'une seule voix pour dénoncer les ingérences étrangères et pour combattre ensemble les forces hostiles sous toutes leurs formes. C'est vous dire, mesdames et messieurs, que le processus de résolution de la crise qui frappe la région du Sahel appelle une approche globale, alliant à la fois des solutions militaires, mais également des solutions politiques, des solutions liées aussi à la prise en charge des dimensions de développement économique et social. Ce programme de renforcement des capacités va se décliner en 2 ateliers. Le premier portera sur les réponses holistiques pour la reconstruction post-conflit et le développement, alors que le second s'articulera autour de la promotion des approches intégrées du nexus climat, paix et sécurité. Le programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, apporte un conséquent lot d'équipements dans le cadre de la stabilisation de la région de Badjangara. Il a remis des équipements à une dizaine de coopératives, réhabilité des écoles et équipé des structures de santé en lampadaires. Le but est de contribuer à la relance de l'économie locale et promouvoir une éducation de qualité qui est la clé de tout développement. Nos correspondants régionaux sont Agibou Koulibaly et Mahamadou Sidibé. Cette dotation en matériel par le PNUD s'inscrit dans le cadre de ces initiatives de stabilisation et de développement local à travers la facilité de stabilisation du Liptako-Gourma. Cet appui vise à renforcer les conditions de vie des populations et à favoriser de nouvelles opportunités économiques au niveau régional. Je suis comblé de joie, très ravi de recevoir ces tables bancs. Et en plus de ces tables bancs, nous avons aussi la rénovation ou encore la réhabilitation de Mamadou Tolo A, d'ailleurs qui constitue un symbole. Nous savons bien que c'est la première école fondamentale. Le représentant du PNUD a remercié les autorités régionales pour leur collaboration dans la mise en œuvre des projets du PNUD. Il a réaffirmé l'engagement de l'organisation à accompagner durablement les communautés locales. Et je pense que si je dois résumer notre présence ici ce matin, je le résume en un seul mot. Merci à nos mamans. Merci à nos mamans, parce que c'est au-delà des équipements que nous allons vous offrir aujourd'hui. Nous voulons que vous soyez la force motrice du développement de Banzangara. Nous allons remettre des équipements aux coopératives, nous allons également remettre des équipements au système éducatif. Les présents appuis en équipement rentrent dans le cadre de la mise en œuvre du volet de renforcement des moyens de subsistance
pour la relance de l'économie locale, qui consiste à appuyer les groupements de femmes et de jeunes, et du volet renforcement de l'autorité de l'État, qui consiste à renforcer les infrastructures essentielles de base dans les zones d'intervention du programme. C'est dans cette optique que 10 groupements de femmes et de jeunes ont bénéficié des équipements de production dans leur domaine d'activité afin d'accroître leur productivité. 2 écoles fondamentales ont été appuyées en équipement scolaire. 300 lampadaires sont installés dans les espaces publics, écoles, centres de santé, sites de personnes déplacées internes, des 5 communes d'intervention du programme. Ce geste du PNUD, au-delà de l'aspect matériel, symbolise un engagement fort envers les communautés locales. Il appartient désormais aux bénéficiaires de transformer ces opportunités en levier de croissance et de progrès pour un avenir plus prometteur. La société civile de Ménaka adhère à la décision des autorités de la transition. Il s'agit notamment de l'instauration du fonds de soutien aux projets de développement, une décision qui était au centre d'une rencontre d'information des différentes sensibilités de la région. Le reportage de Mohamed Lamine Maïga. Le gouverneur de la région de Ménaka a réuni autour de lui tous les leaders d'opinion et les services techniques de la région. Il s'agit pour le chef de l'exécutif régional d'expliquer aux participants les modalités de création et le fonctionnement du fonds de soutien aux projets d'infrastructure de base et de développement social. Les participants ont apprécié l'initiative. Certes, le Mali traverse une situation économique dont les populations en pâtissent. Mais je pense qu'après analyse, l'État a pensé à cette taxe qui pourra booster notre économie, notre développement, pour contribuer au développement de notre nation, le Mali. C'est pour dire aux populations de Ménaka que l'investissement s'est fait à travers les dons de soi-même, à se sacrifier pour accompagner le gouvernement malien dans cette initiative que je trouve salutaire. Je rappelle aux autorités traditionnelles qu'ils ont pris un engagement vis-à-vis du président de la République. C'est de l'accompagner dans toutes les activités qu'il va entreprendre pour le bien-être de nos populations. Cette nouvelle donne, je pense que c'est une contribution. Ces contributions sont d'ordre technique et nécessiteuses pour combler certaines insuffisances dans le budget national. J'invite les légitimités traditionnelles et religieuses à s'approprier d'abord de l'initiative et de les soutenir tout en effectuant une large sensibilisation au niveau des populations pour qu'ils adhèrent et qu'ils acceptent. Et dans un communiqué déposé à notre rédaction, la Forçat civile apprécie l'engagement patriotique sous l'impulsion et le leadership du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Nos plus hautes autorités ont prôné pour une réduction des dépenses publiques à travers la rationalisation des missions gouvernementales, le parc automobile de l'État, la réduction des dépenses publiques et la réorientation des fonds de souveraineté vers des œuvres sociales. La Forçat civile félicite nos plus hautes autorités et les encourage dans leur esprit de patriotisme et de souveraineté pour avoir donné l'opportunité à chaque Malien et Malienne de manifester son patriotisme en contribuant au bien-être de nos populations et au développement de notre seul bien commun, le Mali. Le président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur salue et soutient les actions du gouvernement dans la gestion de la situation de nos compatriotes établis en Mauritanie. Pour Habib Silla, il ne s'agit pas d'une chasse aux sorciers. Le président Silla invite ses compatriotes à plus de retenue et à rester derrière les autorités maliennes qui suivent de près la situation. C'était au cours d'un point de presse tenu ce matin, le reportage de Abdul Karim Kaba. Nous allons soutenir les compatriotes en difficulté partout où ils sont.
et nous sommes derrière nos autorités. C'est en ces termes que le président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur a entamé ce point de presse. Pour Habib Silla, ce n'est pas une chasse à la sorcière contre les Maliens. Et d'ailleurs, le dossier est suivi de très près par les autorités de la transition à travers le département en charge des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine. Remercier et féliciter le travail abattu par notre ministre depuis en tout cas le déclenchement de cette crise. Le travail qu'il a eu à abattre pour apaiser cette situation. Donc cela mérite une reconnaissance. Dès le déclenchement de ce conflit, le ministre a tout de suite pris la décision de discuter avec le chef de l'État et il a été envoyé donc vers les autorités de la Mauritanie. Je suis sûr que sa visite a permis quand même un peu de dissuader de certaines grandes décisions. Et je sais que ce qu'il a pu avoir discuter avec les autorités mauritaniennes par rapport au message du président de la transition est en train d'être appliqué. Le président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur invite ses compatriotes à plus de collaboration et au respect des règles des pays d'accueil. Nous encourageons ceux qui sont là-bas de rester sereins et de continuer de vivre sereinement avec ce qui est en train de se faire en bas. Parce que le gouvernement ne peut pas communiquer tout ce qu'il fait comme ça dans les réseaux. On n'oublie pas qu'à chaque fois que l'autorité du Mali vient chez nous, le premier mot qu'il nous dit, c'est respecter les lois et les règlements du pays d'accueil. Ça, c'est extrêmement important. Donc ça, c'est une façon de nous dire et de nous à vous aider. Pourquoi il faut que notre démembrement travaille en étroite collaboration avec l'ambassade pour être au même niveau d'informations par rapport à la situation de compatriotes. Habib Silla rassure que la situation est prise en charge au haut niveau de l'État. Il a saisi l'occasion pour appeler les Maliens et les Mauritaniens à plus de calme pour un dénouement heureux en tenant compte de tous les enjeux et des intérêts. La ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille conduit la délégation malienne à la 69e session de la Commission de la Condition de la Femme qui se tient à New York aux États-Unis. Elle a participé à un panel sur l'accès à l'éducation, l'autonomisation et la participation des femmes et des filles du Mali dans un contexte de crise sécuritaire. La politique des autorités maliennes a inspiré plus d'un. C'est ce que nous dit Aïssata Ibrahim Maïga. La 69e session de la Commission de la Condition de la Femme se poursuit au siège des Nations Unies, rassemblant des féministes du monde entier. L'occasion pour certains de défendre des causes, pour d'autres de dénoncer des injustices, mais surtout de partager des expériences et d'échanger sur les progrès et perspectives en matière d'égalité des sexes. Le Mali a organisé un panel de haut niveau animé par le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Au cours des débats, l'accès à l'éducation, l'autonomisation et la participation des femmes et des filles dans un contexte de crise sécuritaire au Sahel avec un focus sur le Mali. Il me plairait de vous rappeler que depuis déjà quelques années, mon pays souffre d'une crise multidimensionnelle qui impacte négativement sur sa population, en particulier les femmes et les filles. Ces dernières continuent de faire face à des barrières importantes, notamment l'accès à l'éducation, les inégalités économiques et sociales et leur faible représentation dans les instances de décision et dans le processus de paix. C'est donc face à ces multiples défis que s'impose l'impérieuse nécessité de trouver des réponses innovantes et résilientes à travers les initiatives nationales et internationales. L'événement a réuni plusieurs pays amis et partenaires, dont la ministre sénégalaise du genre, la représentante d'ONU Femmes au Mali et son directeur régional. Nous saluons les efforts qui sont faits par le gouvernement pour s'assurer que les tribunaux se penchent sur les questions de violences faites aux femmes et que les survivantes des violences faites aux femmes bénéficient de l'appui multisectoriel. Madame a parlé par exemple des appuis psychosociaux, etc., qui sont très importants au-delà des appuis médicaux, au-delà des appuis sécuritaires, au-delà des appuis économiques qui sont fournis aux survivants. Donc encore une fois, je profite pour exprimer la volonté de ONU Femmes à toujours se trouver derrière le gouvernement, à trouver derrière les organisations de femmes pour apporter une solution acceptable. En amont des discussions, les chefs de délégation ont présenté les mécanismes
législation et partenariats nationaux mis en place pour concrétiser le programme d'action de Beijing 30 ans après son adoption. Un pas de plus vers la réalisation des objectifs de développement durable. La société civile a un rôle important à jouer dans la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Ce message est porté par les responsables du projet de lutte contre ces pratiques dans ses composantes 2. Ils étaient la semaine dernière dans la capitale du Bani Monotier où la société civile a adhéré à l'initiative. Le reportage de Abdul Karim Konaté. La transparence et l'intégrité sont des piliers essentiels pour une gouvernance vertueuse dans un pays. C'est pourquoi le projet de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite, l'UCID, composante société civile, a inscrit parmi ses missions la formation et la sensibilisation de la population sur les conséquences néfastes de ces maux qui freinent le développement économique de notre pays, d'où la tenue de cet atelier au bénéfice de la population de la région de Bougouni. La corruption, dans toutes ses formes, compromet nos aspirations à une société équitable et transparente. C'est pourquoi cette coalition, avec le soutien de ses partenaires, s'engage résolument à sensibiliser et à outiller les acteurs de la société civile pour qu'ils soient des vigies et des vecteurs de changement dans cette lutte essentielle. La lutte contre la corruption ne peut être menée par une seule entité. Elle exige une mobilisation collective, une vigilance continue et une ferme volonté d'agir ensemble. La corruption, si elle n'est pas combattue, ça détériore la qualité des services sociaux de base que les autorités sont censées fournir. Cette belle initiative du consortium mérite notre accompagnement, car elle s'inscrit en droite ligne des trois principes qui guident les relations de coopération au Mali. Rappelons que l'UCD est un projet dont la mise en œuvre est assurée par un consortium anticorruption financé par le Royaume des Pays-Bas au Mali et intervient dans 5 régions à savoir Koulikoro, Sigasso, Ségou, Bougouni et Koutiala. Ouverture ce matin à Bamako de l'Assemblée générale extraordinaire de la FEMAFOOT. Pour cette première journée, les délégués ont adopté le projet de budget 2025 et révisé les textes portant sur les statuts, les règlements généraux conformément aux nouvelles dispositions de la FIFA. Les travaux se sont déroulés dans un climat apaisé, nous dit Siragato Sissé. La grande famille du football malien, une fois de plus réunie en assemblée générale extraordinaire pour discuter et échanger sur le projet de budget 2025, la révision des statuts de la FEMAFOOT en harmonie avec ceux de la FIFA, le règlement d'application des statuts de la structure, les règlements généraux et le règlement financier de la FEMAFOOT. Cette assemblée générale extraordinaire se déroule à un moment où l'État consent des efforts dans la réalisation des infrastructures sportives sur toute l'étendue du territoire national. Le football malien reflète de notre identité nationale et de notre unité et demeure un vecteur de fierté et d'espoir. À cet effet, nous saluons les efforts remarquables du gouvernement et du ministère des Sports, notamment dans la construction et la rénovation des infrastructures sportives à Bamako et dans les régions du Mali. Nous avons une responsabilité historique, bâtir une FEMAFOOT plus forte, plus unie et plus performante. Le football malien mérite une gouvernance exemplaire et cela commence par des textes clairs et une gestion financière rigoureuse. Les autorités soutiennent la FEMAFOOT dans sa politique de développement du sport roi. L'importance de ce sport pour notre identité nationale est et doit être un vecteur d'unité. Les textes sont adoptés pour la postérité, pour l'intérêt commun. Certaines sélections nationales sont en alerte maximale. Les Aigles s'apprêtent à disputer 2 rendez-vous cruciaux en éliminatoire de la Coupe du Monde 2026 face aux Comores et à la Centrafrique les 20 et 24 mars. Les cadets iront bientôt au Maroc pour la CAN de leur catégorie. L'IFOA a confié au Mali une double organisation. La session de formation pour les instructeurs arbitres en septembre et le tournoi qualificatif de la zone ouest A des moins de 17 ans en octobre et novembre prochain. Tous ces événements dénotent de la bonne santé du football malien. Auparavant, 1 minute de silence
avait été observé en hommage à Moussa Kanouté, ancien arbitre international et chargé des compétitions internationales à la FEMAFOOT, décédé en février dernier. Et justement, le match Comores-Mali au compte de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 cristallise les attentions. Dans un entretien que le sélectionneur national des Aigles du Mali, Tom Saintfield, a accordé à nos envoyés spéciaux au Maroc, il tient à rassurer le peuple malien. Il se dit optimiste pour la victoire de son équipe. Pour plus de détails, suivons Tom Saintfield au micro de nos envoyés spéciaux au Maroc, Fotigui Toungara et Tchedja Kamara. Sont des deux matchs très importants maintenant en mars. Ça décide beaucoup pour tout et pour les joueurs aussi. J'ai dit ça plusieurs fois, jouer une Coupe du Monde, c'est quelque chose d'unique. Et il y a des joueurs qui peut-être dans 5 ans, ils ne sont pas là. C'est pour le moment qu'on va faire tout. On est 4 jours avant notre premier match en Comores. On est maintenant avec 16 joueurs qui sont là et le reste va arriver dans la nuit. On va être prêts. Le stade est pas loin d'ici, on a un très bon hôtel, la température c'est agréable, on va penser que les joueurs jouent normalement en Europe, c'est mieux qu'en Europe. Je pense qu'on a une bonne équipe, il n'y a pas de nouvelles blessures les derniers jours ce week-end. Je suis très content avec le groupe on en a, mais ok, c'est pas un match facile. Comores est numéro 1 dans notre groupe avec 4 points plus que nous. Ils sont qualifiés pour le CAN comme numéro 1 dans un groupe avec Tunisie et Gambie. Ça dit quelque chose, mais je pense qu'on a les qualités pour jeudi pour faire tout pour la victoire et on a besoin de victoire, c'est clair. Alors, comment est-ce que vous comptez aborder cette rencontre? On a joué 6 matchs et on a joué toujours presque le même style. On a développé l'équipe, naturellement les derniers matchs on a joué mieux comme avant. C'est clair, un nouveau entraîneur aussi, de nouveaux joueurs dans l'équipe. Pour moi c'est clair, on va jouer pour la victoire. Les joueurs sont dans un bon sentiment. Il y a beaucoup de qualités dans notre groupe, ce sont des joueurs qui jouent d'un haut niveau. Quand on est bien préparé dans notre tête, on respecte l'adversaire et quand on fait notre travail, quand on a le ballon mais aussi en défense, je vais être presque sûr qu'on va faire tout pour une victoire, on va gagner. Alors, Actualité dans les autres pays de l'AES, au Burkina Faso, la base aérienne 210 à Bobo-Dioulasso a un nouveau commandant. Il se nomme Ali Porgo. Il a officiellement pris ses quartiers le vendredi dernier au cours d'une cérémonie qui a connu la participation de plusieurs personnalités. Le nouveau commandant de la base aérienne des 110 prend l'engagement de servir la patrie avec honneur, audace, rigueur et compétence. Plus de détails dans ce reportage signé Drissa Traoré et Sayouba Mambona. C'est lui qui préside désormais à la destinée de la base aérienne de 110 de Bobo-Dioulasso. Le commandant Ali Porgo reçoit ici son commandement des mains du chef d'état-major de l'armée de l'air, devant autorités administratives, coutumières, religieux, parents et amis. Conscient de la mission à lui assignée, le nouveau chef de la base aérienne de 110 compte s'appuyer sur les acquis de ses prédécesseurs et d'y servir avec loyauté, intégrité et patriotisme afin de relever les défis du moment. Son commandement repose ainsi sur 4 axes essentiels. Premier point, le renforcement des capacités techniques et opérationnelles à travers l'entraînement continu et des formations qualifiantes pour le personnel. Deuxième point, l'amélioration du dispositif de protection des installations, des moyens aériens et du personnel. Le troisième point, la mise en place des cadres propices à l'expression d'idées innovantes. Et enfin, l'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel. Le commandant Ali Porgo est l'homme providentiel selon sa hiérarchie. C'est un officier d'expérience, un officier qui a déjà fait preuve de leadership, donc pour toutes ses qualités, et nous avons foi qu'il va pouvoir assumer avec dignité, avec vaillance, avec courage, les fonctions qui lui sont désormais assignées. Le nouveau chef de l'armée de l'air
est présenté comme une personne qualifiée sur plusieurs aéronefs. Il totalise plus de 1350 heures de vol. Il remplace à ce poste le commandant Sidi Habib Koté, appelé à d'autres missions. Voilà, bon vent à lui. Le ministère de l'Artisanat et du Tourisme du Niger honore les lauréats du Festival international de la gastronomie et de l'identité culturelle des pays de l'Alliance des États du Sahel à travers une cérémonie suivie par Issa Ousmane Mahamat et Abdourahmane Jean de la télévision nigérienne. Ouagadougou, Burkina Faso, du 25 au 28 février dernier, la capitale burkinabé a été le théâtre de la première édition du Festival international de la gastronomie et de l'identité culturelle des pays de l'Alliance des États du Sahel, AES. Cet événement a réuni des participants du Burkina Faso, du Mali et du Niger, avec pour objectif de célébrer et de promouvoir les richesses culinaires et culturelles de ces nations. Le Festival international de la gastronomie et de l'identité culturelle des pays de l'AES est bien plus qu'un simple événement. C'est un carrefour vivant où se croisent des cultures, des savoir-faire, des traditions et des valeurs du monde entier. Cette année, le Niger a une fois de plus marqué les esprits en y participant avec une prestation exceptionnelle de ses artisans, cuisiniers et créateurs. C'est le kit que j'avais présenté lors de la compétition. On a 3 variétés de riz qui représentent le Niger, le Mali et le Burkina. Et moi aussi, j'ai présenté le jus de patate douce. Le jus là a beaucoup de vertus. Par exemple, le jus là, ça réduit le taux de glycémie. Et en même temps, pour les femmes, ça augmente des hormones. Je présente une bouillie d'arachide accompagnée du blé. C'est le premier prix comme ça, c'est un dessert chaud. Le physique, c'était cette idée ingénieuse de 3 femmes leader de l'AES, j'allais dire, décidé à un moment de faire un travail très souverain. C'est celui de puiser dans notre histoire culinaire pour avoir des plats uniformes. L'objectif, c'est que ces plats et ces recettes seront dans les avions, dans les hôtels, dans les restaurants de nos 70 millions d'habitants quand même. C'est ça, cette souveraineté dont nous parlons. En encourageant cette dynamique, le Niger ouvre des portes pour que le monde entier découvre et s'inspire de sa richesse culturelle. Une fois à Niamey, les lauréats ont eu droit à un accueil chaleureux et une cérémonie officielle au cours de laquelle ils ont reçu des témoignages officiels de satisfaction du Niger par le ministère en charge du tourisme. Nous devons continuer à soutenir nos artisans, nos créateurs et nos chefs afin qu'ils puissent poursuivre leur ascension et faire découvrir au monde entier l'essence même de notre identité culturelle. Ces distinctions ne représentent pas seulement des réussites individuelles, elles symbolisent avant tout l'effort collectif, la passion commune et l'engagement sans faille du Suite de cette édition, une bonne nouvelle pour les réfugiés et déplacés de la cité Nata de Gao. Ils disposent désormais d'un centre de santé avec toutes les commodités requises. C'est un don de l'UNHCR qui accompagne l'État malien dans la prise en charge des réfugiés et déplacés. Les temps forts de la cérémonie d'inauguration avec Aliou Idrissa Maïga. Fini désormais les soucis de traitement et de prise en charge sanitaire des réfugiés et personnes déplacées internes de la cité Nata. Après avoir été logés par le HCR et ses partenaires, les occupants de Nata et la communauté haute bénéficient d'un centre de santé doté de toutes les commodités. Ce lieu construit et équipé grâce à l'engagement du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et ses principaux précieux partenaires étatiques et humanitaires incarne une promesse, celle de garantir à chaque habitant de la cité Nata et ses environs, qu'il soit déplacé, réfugié ou membre de la communauté haute, un droit fondamental, celui d'accéder à des soins de qualité dans la dignité. Toute la communauté de Chawadi et de la commune urbaine remercie le gouverneur et les autorités qui ont mené l'activité, surtout ACR qui nous a ramener tous ces projets. Dans ce nouveau centre de santé offert par l'UNHCR, on retrouve un dispensaire, une maternité
un hangar pour la vaccination et une maison de garde pour les agents de santé. Le conseil régional, c'est la porte d'entrée de toutes les actions de développement. C'est la deuxième fois que je participe à l'inauguration d'un centre de santé. Donc je ne peux que me réjouir. En écoutant les propos du représentant des bénéficiaires, monsieur le maire, nous avons été rassurés quant à la capacité et à l'engagement des usagers à veiller à l'entretien de cet important équipement. Auparavant, le gouverneur de la région de Gao et sa délégation ont visité les nouvelles constructions de la cité Naata avant de procéder à une remise de compléments de matériel au centre de santé. Une plantation de pieds d'arbres a mis fin à la cérémonie. Les dialysés saluent les efforts et l'engagement personnel du président de la transition pour leur prise en charge. Ils l'ont réaffirmé cet après-midi au cours du cadre de concertation entre le ministre en charge de la santé et les acteurs. Une rencontre qui a permis de mettre le doigt sur les pratiques malsaines dans la prise en charge des malades. Le reportage de Harry Djoumatina. Opérationnels depuis leur mise en service, les centres de dialyse du CHU du Point G, du génie militaire et des centres de santé de référence de l'Afiabougou en commune 4 et du quartier Mali en commune 5 du district de Bamako fonctionnent normalement et assurent parfaitement la prise en charge des patients. Les défis sont relevés parce que depuis le départ jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu d'arrêt. Donc, ce qui fait que les patients sont dialysés régulièrement. Nous avons un nombre de patients composé de civils et de militaires ici. Donc, ce n'est pas uniquement un centre militaire, mais il y a aussi la prise en charge des civils qui s'est fait ici. Depuis que nous en centre là, ça va quand même. Il y aura des machines, problème il est en dalaya. Construit par le président de la transition dans le cadre de ses œuvres sociales, le pays compte sous la transition plusieurs structures de dialyse. Un vœu du chef de l'État pour soulager les malades dialysés. Le département de la santé et du développement social pour l'amélioration parfaite de la prise en charge des patients a désormais mis en place une commission de suivi et évaluation pour faire régulièrement le point, d'où ce présent cadre de concertation avec la présence des différents acteurs impliqués dans la gestion de la maladie. Je tiens à remercier très sincèrement la transition malienne qui a mis le paquet pour qu'aujourd'hui on soit très fiers de la dialyse au Mali. Madame le ministre, je sais que vous fournissez beaucoup d'efforts. Même vos nouvelles décisions innovantes pour le suivi et évaluation hebdomadaire est une très bonne chose. Cependant, l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Je vous informe qu'il y a un certain nombre de problèmes qui se posent aujourd'hui aux malades. Ensemble, nous devons tout mettre en œuvre pour trouver des solutions. Il y a quelques mois, il y avait eu une rupture au Point G. Ça a eu des conséquences graves. Je vous demande de tout mettre en œuvre pour qu'il n'y ait plus une telle situation. Soyons francs, soit on prend la décision que la dialyse est payante, les gens ils acceptent, ou bien soit vous dites que officiellement c'est le langage de l'État malien, la dialyse est gratuite, nous devons continuer sur cette gratuité. Au niveau des associations, nous on ne comprend pas. Nous avons beaucoup décentralisé la dialyse. J'ai écouté attentivement tout ce qui a été dit. Chaque lundi, lors du conseil de cabinet, on parle de dialyse. Chaque lundi, il y a le bilan, tout ce qui est dialyse est en train de se faire. Mais il faut reconnaître la responsabilité, tout le monde est un peu responsable. Nous, les décideurs, on est responsables. Vous, les dialysés, vous êtes responsables et les médecins aussi sont responsables. Chacun a sa part de responsabilité dans ce qui nous arrive. Nous, parfois, il y a parfois des difficultés pour avoir les intrants en temps. Ça, on est en train de faire tout pour corriger. Les dialysés, parfois, il y en a... Les dialysés suivent parfois nos conteneurs de Dakar jusqu'à Bamako. Ce n'est pas leur travail. Ce n'est pas leur travail. Dans les centres de dialyse, notamment au Point G, il y a des bénévoles qui ont leurs patients. C'est pour cela qu'on est en train de tendre vers la digitalisation. On va tendre vers cette digitalisation, la dématérialisation, comme vous-même vous l'avez souhaité, et chacun fera son travail. Concentrons-nous sur l'essentiel, c'est-à-dire soulager les patients.
Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, veut que tous les Maliens aient la bonne santé au plus proche d'eux. C'est pour cela qu'on est arrivé à cette décentralisation de la dialyse. Donc aidez-nous à faire de telle sorte que les gens de vos associations soient bien pris en charge. Ça va aller. C'est quand il y a des comportements qui étaient là depuis plusieurs années, c'est pas facile à faire partir. Mais c'est ensemble en nous donnant la main qu'on va le faire. Par rapport aux biotechniciens, nous en sommes conscients. Les efforts sont en cours. Pour la régularisation des documents, ça vous ne vous en faites pas. Nous sommes sous la digitalisation et nous allons même, chaque patient dialysé aura sa carte et personne ne sera dialysé à la place de personne. Parce qu'il y a même ça qui arrive. Par rapport à la dialyse d'urgence, pour le moment, comme on le dit, la dialyse, c'est pas politique, c'est rien. On dit la dialyse, c'est gratuit. Nous-mêmes, les 25 000 là, nous, on est venus trouver ça ici. Et dans les autres centres, je ne sais pas si au point G, ça se passe directement jusqu'à la caisse. Donc, ce n'est pas quelque chose que nous, on a inventé. Au contraire, c'est quelque chose qu'on est en train de gérer. Et soyez rassurés, nous venons de finir les états généraux. Et lors des états généraux, il y a eu des séances spécifiques sur la dialyse et le problème rénal. On va trouver des solutions. Le personnel soignant se réjouit de la rencontre qui permet de mesurer le chemin parcouru et tient à apporter des précisions sur la gratuité de la dialyse pour les cas ordinaires et d'urgence. La dialyse, elle est effectivement gratuite pour les séances de dialyse chronique. Pour tout malade, patient chronique, dialysé au Mali, programmé, la dialyse, elle est gratuite. Hormis cela, il y a ce qu'on appelle la dialyse d'urgence. C'est cette dialyse qui est effectuée en dehors de toute heure de dialyse que le patient est référé dans un service de néphrologie. Dans ce cas, il y a une somme forfaitaire qui est mise en place pour pouvoir dialyser ce patient en fonction de son état clinique. Les 25 000 francs là qui sont établis forfaitairement pour pouvoir dialyser ce patient, quelle que soit la gravité de son tableau clinique. Généralement payé et strictement à la caisse avec reçu. La ministre en charge de la santé en vue de l'amélioration de la prise en charge a invité l'ensemble des acteurs de la chaîne à mutualiser les efforts pour changer la donne et inverser la situation. Quant aux différents centres de dialyse, ils tournent en plein régime pour assurer la prise en charge des malades. Vous l'aurez compris, nous parlons santé et nous y restons. Faisons une immersion au centre hospitalier universitaire professeur Bokar Sidi Sall. Cet établissement est doté d'équipements de dernière génération pouvant faciliter la prise en charge de certains malades, notamment dans les domaines de la traumatologie et de la neurologie. Parmi les matériels, un microscope neurochirurgical, un amplificateur de brillance qui permet d'effectuer des opérations à foyer fermé. Pour tout savoir, je vous invite à suivre ce reportage de Koumba Sissé et de Karunga Konate. Pour limiter les évacuations sanitaires, le gouvernement du Mali a mis à la disposition du CHU professeur Bokar Sidi Sall de Kati de nouveaux appareils qui vont permettre aux médecins de localiser rapidement le mal et de faciliter les interventions chirurgicales. Et pour procéder à ces interventions, l'imagerie est primordiale. L'hôpital a actuellement en son sein l'imagerie par résonance magnétique, autrement dit l'IRM, qui est plus efficace dans les diagnostics des anomalies. L'IRM est très performant dans l'exploration des structures qui sont très riches en eau, telles que le système nerveux central, l'amostéphale, le rachis, les articulations, les tissus mous, même l'abdomen, en gynéco aussi, en neurologie pour la prostate. Là où le scanner a des limites, l'IRM permet de résoudre ce problème. L'IRM, très sensible aux métaux, a des contre-indications. C'est pourquoi un détecteur de métal est installé à l'entrée de la salle d'examen. Il peut y avoir des corps étrangers comme des métaux au niveau du cerveau ou au niveau de l'orbite que les malades ne le savent pas. Donc en ce moment, quand les malades arrivent, si l'interrogatoire ne parvient pas à avoir
tous les éléments nécessaires dont nous demandons. Donc on demande aux malades de passer par ces métals, cet instrument qui permet de détecter s'il y a un métal, ça signale en fait. Donc quand on a un signal qu'il y a un métal, souvent il nous faut faire des scanners et les scanners peuvent maintenant retrouver ces métals parce que l'IRM étant un truc magnétique, donc ça peut attirer les métals. Et pour empêcher cela, maintenant on demande aux malades de ne pas faire l'examen. Si le diagnostic est posé et que le patient doit suivre une intervention quelconque, environ 9 blocs opératoires, tous équipés d'appareils de dernière génération, sont disponibles au CHU Professeur Bocar Sidi Sall de Kati. Un hôpital connu depuis plusieurs décennies pour la prise en charge des fractures et des maladies neurologiques. Dans le domaine de la traumatologie, les spécialistes travaillent avec la dernière génération de l'amplificateur de brillance, un appareil qui permet d'opérer à foyer fermé. L'amplificateur de brillance, c'est la radiographie opératoire. Donc, c'est un appareil qui émet des rayons X. C'est un appareil qui nous permet d'intervenir à un niveau sans y être. Un patient qui présente une fracture, par exemple une fracture du fémur ou une fracture de jambe, c'est cet appareil qui nous permet de pouvoir opérer ce patient, de mettre le fer sans pour autant ouvrir la fracture. Ça va être un patient qui va consolider beaucoup plus vite. Ça va être un patient chez qui on va réduire considérablement le risque d'infection. Ce patient va avoir un séjour hospitalier qui va être court. Ce n'est pas tout. Parmi les innovations dans les blocs opératoires figurent le microscope neurochirurgical et le microscope chirurgie de la main. C'est une salle qui est vraiment hautement équipée. Tout le dispositif que vous voyez, on l'appelle OR1, tout est suspendu. Alors, cet appareil nous permet de faire ce qu'on appelle l'arthroscopie, qui est une technique vraiment innovante en orthopédie et peu invasive. Ça nous permet de pouvoir rentrer dans les articulations et de pouvoir effectuer des gestes sans pour autant ouvrir l'articulation. Aujourd'hui, à l'hôpital de Kati, avec ces outils, nous avons la capacité de pouvoir réparer un doigt, quelles que soient les lésions qui sont au niveau du doigt. Même un patient qui se coupe le doigt, si on arrive à nous apporter le bout du doigt avec, dans les meilleures conditions, nous avons l'expertise qu'il faut, nous avons l'équipement qu'il faut pour pouvoir remettre ce doigt en place. C'est aussi la salle qui nous sert à faire les prothèses totales de hanche, qui est aussi une de nos activités phares. C'est un microscope entièrement numérique, ultra performant, qui permet de faciliter les interventions neurochirurgicales, c'est-à-dire les interventions au niveau du cerveau et de la moelle épinière. Ici, c'est le cerveau humain vivant qu'on est en train d'opérer, en train d'enlever une tumeur cérébrale. Donc, ces genres d'interventions ne peuvent se faire à l'œil nu, au risque d'entraîner des complications ou le décès du malade. On peut adapter d'autres objectifs à ce même microscope et se faire aider par un autre spécialiste. Donc non seulement ça permet de minimiser le saignement direct du malade, ça permet d'écourter le temps de la chirurgie, de faciliter la chirurgie, parce que les interventions neurochirurgicales sont le plus souvent très longues. Face à n'importe quelle fracture, l'équipe chirurgicale est prête pour faire l'intervention. Ici, la radiologie mobile dans le bloc opératoire leur facilite la tâche. On fait la prise en charge des urgences neurochirurgicales 24 heures sur 24, que ce soit traumatique, que ce soit tumoral, que ce soit des crises d'épilepsie sur des tumeurs, que ce soit des tumeurs qui saignent au niveau du rachis, au niveau de la tête. À n'importe quelle heure, on a une équipe permanente qui est sur place. Et s'il y a besoin d'opérer la nuit, même à 3 heures du matin, on vient pour réaliser l'intervention chirurgicale. Ça, c'est de la radiologie mobile qu'on a au bloc. Nous, neurochirurgiens, on est très contents de l'avoir. Et d'ailleurs, c'est l'occasion pour remercier et l'administration et les départements. Aujourd'hui, avec ces appareils de dernière génération, la direction du CHU Professeur Bocar Sidi Sall de Kati est fière de faire face aux attentes des populations, car les offres qui n'étaient pas possibles avant le sont aujourd'hui
grâce à l'appui du gouvernement. Et c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de Ramadan à tous, mais spécialement à la diaspora malienne du Canada. Pensée spéciale à nos femmes. Bonsoir.